Donc, euh, au niveau de notre espace de cours, vous avez certainement constaté que déjà, vous avez le plan de cours qui est à votre disposition. Donc, le plan de cours fait un découpage en termes de semaines des parties que nous allons faire tout au long de ce semestre. Donc, au niveau de cette partie-là, qu'est-ce que nous allons faire exactement? Donc, nous allons commencer par une introduction générale qui va durer deux semaines, c'est-à-dire la semaine en cours et la semaine prochaine. Et puis, nous allons entamer un premier chapitre qui traite de la consommation et l'épargne, qui va durer 3 semaines. Ce chapitre est composé de deux parties, la consommation et l'épargne chez Keynes et l'épargne chez les classiques. Le deuxième chapitre de notre cours est réservé à la fonction d'investissement. Et là, nous allons parler bien sûr de la décision d'investissement, c'est-à-dire comment les entreprises prennent des décisions pour investir. Nous allons parler aussi de la demande d'investissement néoclassique, à savoir le coût d'usage du capital et la façon selon laquelle les classiques vont déterminer le niveau de capital optimum et par la suite le niveau d'investissement. On terminera au niveau du deuxième chapitre par la compréhension ou bien l'explication de la partie réservée à l'analyse keynésienne de l'investissement, à savoir la théorie de l'accélérateur. Le troisième chapitre est réservé à la monnaie. Donc, au niveau de ce troisième chapitre, on aura deux parties où nous allons voir l'analyse classique de la monnaie, c'est-à-dire comment les classiques déterminent la monnaie grâce à la théorie quantitative de la monnaie. Et puis, nous allons voir l'analyse keynésienne de la demande de monnaie et nous allons parler, bien sûr, du rôle du taux d'intérêt lorsque nous allons parler de l'analyse keynésienne de Keynes, de la demande de monnaie. Le quatrième et dernier chapitre, c'est un chapitre synthétique qui va se baser sur le premier, le deuxième et le troisième chapitre, puisque au niveau de ce quatrième chapitre, nous allons parler en fait de l'équilibre du marché des biens et services, de l'équilibre du marché de la monnaie pour arriver, bien sûr, à déterminer l'équilibre simultané, c'est-à-dire l'équilibre IS-LM. Puis nous allons parler des politiques économiques, en particulier la politique budgétaire, la politique fiscale et la politique monétaire. Donc ça, c'est globalement ce que nous allons voir au niveau de notre cours de macroéconomie. Bien sûr, le cours de macroéconomie est basé en fait sur des analyses macroéconomiques. C'est pas le cas comme au niveau de la séance, plutôt au niveau du cours de microéconomie, où il était question, bien sûr, de déterminer à chaque fois l'équilibre du consommateur ou bien l'équilibre du producteur. Donc là, nous allons faire une analyse macroéconomique, c'est-à-dire du comportement des agents économiques d'une manière générale. Donc, au niveau de cette espèce de cours, au niveau de la première partie, vous allez trouver bien sûr ce forum-là, plutôt le premier forum qui est réservé à l'annonce, c'est-à-dire ce forum-là, actualité du module, intitulé Actualité du module, où vous allez trouver bien sûr toutes les informations d'ordre général. Et vous allez par la suite trouver un deuxième forum qui est réservé aux discussions entre vous, c'est-à-dire moi, je n'interviendrai pas au niveau de ce forum-là, c'est-à-dire le forum qui est réservé ici, qui est intitulé Discussion entre apprenants seulement. Je ne vais pas intervenir là-dessus. Si vous allez poser des questions, ne les posez pas ici. Mais si vous souhaitez travailler entre vous, parler de n'importe quel sujet, faites-le au niveau de ce forum-là. Je ne vous dérangerai pas au niveau de ce forum. Vous allez trouver par la suite les réunions synchrones, les invitations aux réunions synchrones seront au niveau de cet emplacement-là. Par exemple, cette séance, c'est celle-ci qui est réservée au groupe
l'SG13, mais à partir de la deuxième séance, je vais faire une planification de 3 séances, ou bien de 2 séances en fonction de ce qu'on a à faire, mais j'avancerai bien sûr au niveau des analyses, c'est-à-dire je ferai une première séance à tout le monde, c'est-à-dire vous allez avoir 3 séances de macroéconomie par semaine, si vous le souhaitez bien sûr, et je vais vous envoyer un sondage dans ce sens, soit que je programme une séance par groupe, ou bien je programme les 3 séances et vous allez être tous ensemble à chaque fois, et à ce moment-là, vous allez profiter au lieu d'une seule séance par groupe par semaine, mais plutôt de 3 séances par groupe et par semaine. Par la suite, actuellement, ces parties-là ne sont pas encore visibles. Vous allez trouver ici les enregistrements des séances synchrones des années antérieures. Et bien sûr, de cette année, bien sûr. Vous avez déjà les enregistrements de l'année 2022 et les enregistrements de l'année 2023. Toutes les séances qui ont été enregistrées sont déjà à votre disposition. Vous pouvez bien sûr les voir soit en faisant la même progression que le cours, ou bien si vous souhaitez avancer d'une manière individuelle, vous pouvez bien sûr le faire. Les enregistrements de cette année seront aussi ajoutés au niveau de la même rubrique, c'est-à-dire au niveau de cette partie-là, que je vais l'ouvrir maintenant, qui sera à votre disposition à partir de cet instant. Au niveau de cette partie-là, je vais ajouter une autre page qui est réservée aux enregistrements de cette année. C'est-à-dire, si vous souhaitez visualiser les enregistrements, vous n'allez pas visiter le lien de la réunion, mais vous allez visiter cette partie où vous allez trouver enregistrement des séances synchrones de l'année 2024. Et on va commencer, bien sûr, à partir de cette séance qui sera déposée au niveau de ce lien. Maintenant, pour les parties du cours, au niveau de chaque partie, par exemple là au niveau de l'introduction, vous allez trouver les objectifs du module, les éléments de cours qui sont en format PDF ou bien en format plutôt HTML et en format PDF, mais vous allez trouver au fur et à mesure des vidéos qui sont à votre disposition, que vous pouvez bien sûr les consulter pour améliorer vos informations par rapport au contenu de ce cours. Bien sûr, j'attire votre attention que vous avez à votre disposition toute une chaîne YouTube qui est là, que vous pouvez la visiter. Et vous allez trouver au niveau de cette chaîne, vous avez exactement dans les 22 vidéos actuellement que vous pouvez visualiser qui sont en relation avec le cours de macroéconomie. Cette chaîne sera enrichie au fur et à mesure de la progression du cours et bien sûr au fur et à mesure de vos demandes et de vos demandes d'explication par rapport aux éléments qui vont surgir bien sûr au niveau du cours. Maintenant, au niveau de chaque rubrique ou bien de chaque partie du cours, vous allez trouver un forum. Donc ce forum-là est réservé aux discussions. Donc si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les déposer au niveau des forums appropriés, c'est-à-dire au niveau des forums qui sont réservés à chaque partie du cours. Je vous informe en fait que je répondrai jamais via des emails ou bien via des messages privés. Je ne fais que des réponses sur les forums. Donc, s'il vous plaît, évitez d'envoyer des emails afin que simplement vous pouvez écrire directement sur les forums. Je vous répondrai systématiquement afin de faire profiter tout le monde de la progression du cours. Voilà, donc ça c'est pour une présentation générale de l'espace de cours. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à ce niveau-là, sinon je passerai à ce que j'ai à faire au niveau de cette séance. Je vous écoute.
Oui, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté? Non, monsieur, ça va. Bien, parfait. Donc, je vais maintenant commencer par parler un petit peu de l'introduction générale. Donc, au niveau de l'introduction générale, en fait, c'est une introduction du cours d'une manière générale. On va essayer de parler de la définition de la macroéconomie et de son objet. En fait, qu'est-ce que c'est la macroéconomie? La macroéconomie, la première chose qu'il faut mentionner, que c'est une branche de la science économique, c'est-à-dire c'est un ensemble, ou bien c'est un sous-ensemble de la science économique. L'économie, d'une manière générale, elle est composée, ou bien les sciences économiques sont composées par plusieurs disciplines, ou bien par plusieurs sous-disciplines, dont en particulier la macroéconomie. Cette macroéconomie a une spécificité dans le sens qu'elle permet d'analyser les relations entre les agents économiques, euh, c'est-à-dire en essayant de voir ce qui se passe réellement en économie ou bien en marché d'une manière générale. Et en fonction de ces analyses-là, la macroéconomie va faire des abstractions ou bien des réductions de la réalité économique afin de faire des modèles et que ces modèles vont permettre de comprendre les relations qui peuvent exister entre les agents économiques. L'objet de la macroéconomie, en fait, c'est la compréhension de l'activité économique, c'est-à-dire on va comprendre pourquoi il y a un phénomène d'inflation. Qu'est-ce qui explique, par exemple, qu'il y a beaucoup de chômage? Quelle relation entre, par exemple, le chômage et l'inflation? Ce sont des relations entre les agrégats économiques. Donc la macroéconomie, elle va étudier donc le fonctionnement de l'économie dans sa globalité à travers les agrégats. Qu'est-ce que ça veut dire un agrégat? Un agrégat, en fait, c'est un ensemble ou bien c'est une sommation de quelques indicateurs. Par exemple, des exemples d'agrégats, le PIB, ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de l'agrégat PIB, c'est que nous allons essayer de voir la progression du produit national ou bien du produit intérieur brut. On parle aussi d'un agrégat, d'un autre agrégat qui s'appelle revenu national, ou bien d'un troisième agrégat qui s'appelle investissement national, ou bien épargne nationale, ou bien épargne globale, ou bien consommation nationale ou consommation globale, exportation, importation, sont tous des agrégats. Et donc le terme agrégat, en fait, vient du fait qu'il s'agit d'un phénomène global, un phénomène qui concerne l'économie d'une manière générale. Il ne s'agit pas d'un phénomène individuel. Nous n'allons pas calculer, par exemple, la consommation d'un ménage ou bien d'une personne ou bien d'un individu, mais nous allons calculer donc l'épargne nationale, nous allons calculer tout ce qui est en relation avec l'économie d'une manière générale ou bien avec l'ensemble d'une manière générale. Bien. Euh, Maintenant, nous allons faire une distinction ou bien une comparaison entre macroéconomie et microéconomie. D'ailleurs, vous voyez que les deux termes ont en commun le mot économie. La seule différence, c'est que j'ai le terme macro, ça veut dire grand, ça veut dire général, et le terme micro, ça veut dire microscopique ou bien individuel. Donc là, on va voir deux disciplines. La première qui a été traitée au niveau de notre cours de premier semestre, c'est celle de la microéconomie, qui s'intéresse au comportement individuel, alors que la deuxième que nous allons faire au cours de ce deuxième semestre, qui s'intéresse au comportement global de l'économie. Donc, on va voir d'un côté la microéconomie, il s'agit d'un comportement individuel. Il était question au niveau de notre cours de microéconomie d'analyser toujours l'offre individuelle, l'offre d'un producteur, la demande d'un consommateur.
Il était toujours, par exemple, question de déterminer l'équilibre d'un marché. On n'a jamais déterminé l'équilibre de plusieurs marchés. On a calculé l'offre d'un bien, la demande d'un bien, mais on n'a jamais calculé, par exemple, le PIB au niveau d'un cours de microéconomie. Donc, c'était toujours un comportement individuel. La microéconomie, elle cherche en fait à répondre à des questions du type quel choix va faire l'individu d'une manière particulière ou bien d'une manière individuelle? Quel va être le niveau de production d'une entreprise? Quel sera, par exemple, l'équilibre d'un marché? Donc, toujours, il s'agit d'une réponse à une question individuelle. De l'autre côté, la macroéconomie, en fait, c'est le fait de comprendre l'activité économique dans son ensemble. Et là, on parle de l'économie en général, on parle de la nation, on parle de la somme des individus, on parle des agrégats d'une manière globale. Et là, nous allons parler de l'analyse des relations qui existent entre les divers agents économiques. Par exemple, on va voir quelle est la relation qui peut relier les consommateurs et les producteurs. Qu'est-ce qui fait que l'investissement est relié, par exemple, au taux d'intérêt? Et d'ailleurs, quelle relation entre les deux? Donc, ce sont des éléments qui font que on fait des analyses à l'échelle globale. Donc, la macroéconomie, elle va analyser les agrégats macroéconomiques tels que le PIB, qui est le produit intérieur brut, le PNB, c'est le produit national brut, le chômage, l'inflation, l'épargne nationale. Donc, ce sont tous des agrégats que nous allons analyser tout au long de notre cours de macroéconomie. Donc, on va prendre quelques exemples des agrégats économiques. Donc, par exemple, les ménages ou les consommateurs, dont la fonction principale est la consommation. Les entreprises, donc là, je parle plutôt des agents économiques. Donc, les agents économiques qui sont traités au niveau de notre cours de macroéconomie, on a en premier lieu les agents qui s'appellent ménages ou bien consommateurs, dont la fonction principale est la consommation. Et là, il y a bien sûr une définition particulière des ménages et des consommateurs. En fait, ce sont les agents économiques qui consomment ensemble ou bien qui vivent ensemble sous le même toit. À titre d'indication, ce sont les familles, ce sont les étudiants au foyer, c'est de l'armée au niveau des casernes, donc tout ça représente ce qu'on appelle des ménages, dont la fonction principale est la consommation. Les entreprises ou bien les producteurs, leur fonction principale est la production des biens et services. Quoique, on peut trouver d'autres fonctions auxiliaires aussi bien pour les ménages ou bien les entreprises, mais on les distingue toujours par une fonction principale. La fonction principale des ménages, c'est la consommation, alors que la fonction principale des producteurs ou bien des entreprises est la production des biens et des services. On trouve aussi les organismes publics, c'est-à-dire l'administration publique, dont la fonction principale est la production des biens et des services, cette fois-ci, qui sont non marchands. Par exemple, la santé publique, le transport public, tout ce qui est service public, par exemple, le fait d'aller vers la poste pour envoyer un courrier. Donc là, c'est un service qui n'est pas marchand. Bien qu'on paye de l'argent contre ce service, mais réellement, ce qu'on paye n'a pas d'équivalence en termes de prix par rapport au service qu'on reçoit. Généralement, le service qu'on reçoit est nettement supérieur à ce qu'on paye au niveau de ce bien en question, ou bien de ce service en question. C'est pour cette raison, on les appelle des biens et des services qui sont non marchands. Il y a un agent particulier qui est appelé reste du monde. Le reste du monde, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des autres agents économiques qui ne sont pas ni les ménages, ni les entreprises, ni les organismes publics. Ce sont les agents économiques qui sont résidents à l'extérieur du territoire national. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de la Tunisie, tout ce qui se fait au niveau du territoire national est considéré comme étant national, mais
tout autre agent qui existe en dehors du territoire national peut être classé comme étant reste du monde. Et donc, du coup, on va trouver comme si j'ai deux ensembles. Un premier ensemble qui s'appelle reste du monde, qui regroupe tous les pays, et un deuxième ensemble qui s'appelle, qui est composé par les ménages, les entreprises et les organismes publics. Donc ça, c'est au niveau, bien sûr, de cette distinction des agents économiques. On va voir maintenant comment on peut mesurer des agrégats. Et là, en fait, ce sont quelques exemples. Bien sûr, au niveau du cours, vous pouvez trouver d'autres formules que vous pouvez, bien sûr, les voir et les comprendre. Mais si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez intervenir au niveau de ces différentes parties du cours pour apporter, bien sûr, pour trouver, bien sûr, des réponses au niveau des forums. Donc là, en fait, on parle de la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre le chiffre d'affaires et la consommation intermédiaire. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, une entreprise qui va produire un bien quelconque, ce qu'elle va vendre représente son chiffre d'affaires, mais ce qu'elle va utiliser comme bien, comme consommation intermédiaire, représente ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. Et donc, du coup, on aura la valeur ajoutée qui est égale au chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire. À partir de la valeur ajoutée, on peut déduire le produit intérieur brut. C'est-à-dire, si on veut calculer le PIB, on va faire la mesure suivante, qui est l'ensemble des valeurs ajoutées produites par les agents économiques résidents. C'est-à-dire, je vais trouver que le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées. Supposons que j'ai, par exemple, 100 entreprises au niveau d'une économie quelconque. Si je veux calculer le PIB de cette économie, je vais faire la somme des valeurs ajoutées de ces 100 entreprises. Et donc, du coup, je vais faire la sommation, en fait, de la différence entre ce que produisent les entreprises moins la consommation intermédiaire. Donc là, en fait, on parle souvent aussi donc du PIB marchand et du PIB non marchand. Donc là, d'une manière générale, au niveau d'une économie, le PIB est égal à quoi? Est égal PIB marchand plus PIB non marchand, c'est-à-dire ce que produisent les entreprises plus ce que produisent l'administration publique. Tout ça représente ce qu'on appelle le PIB national. Et là, on va trouver la formule qui est devant vous, PIB global égale PIB marchand plus PIB non marchand. Au niveau de notre cours de macroéconomie, nous allons parler de quelques problèmes économiques, en particulier le problème de l'inflation. C'est-à-dire, nous allons voir qu'est-ce qui explique l'accroissement général et durable des niveaux généraux du prix. Pourquoi il y a une inflation? On va parler aussi du taux de croissance. On va parler, bien sûr, l'inflation, en fait, c'est l'augmentation du niveau général des prix d'une manière contenue. On parlera aussi du chômage. Qu'est-ce qui fait que les agents économiques sont en chômage? Et là, nous allons voir, bien sûr, l'interprétation et les solutions que peut apporter Keynes pour le chômage et les solutions proposées par la théorie classique pour résoudre le chômage. Voilà, donc ça c'est pour les quelques agrégats. Maintenant, je vais parler de la structure du cours d'une manière générale. Notre cours, en fait, tout au long de ce semestre, va se baser sur une dichotomie, c'est-à-dire une opposition entre deux théories, une théorie classique et une théorie keynésienne. Chronologiquement parlant, la théorie classique est apparue avant la théorie keynésienne. Et la théorie keynésienne est là, ou bien a été proposée par Keynes pour résoudre les problèmes de la crise de 1929 et pour apporter des solutions, en fait,
à la situation économique de cette époque-là. Et là, donc, au niveau de la théorie classique, je vais trouver en fait les classiques, qui est une théorie basée sur les mécanismes du marché. Selon la théorie classique, les classiques disent que l'État ne doit pas intervenir. Il s'agit toujours que le marché doit trouver d'une manière individuelle la situation d'équilibre et que selon cette théorie, s'il y a un équilibre ou bien s'il y a plutôt un dysfonctionnement au niveau de l'équilibre, l'État ou bien le marché plutôt retrouvera l'équilibre d'une manière automatique sans que l'État intervienne ou bien sans que l'administration intervienne au niveau de la situation du marché. Une autre hypothèse de la théorie classique, c'est le fait de dire que les prix sont flexibles. Et là, c'est un point très important au niveau de l'analyse classique, qui est en opposition, bien sûr, avec l'analyse keynésienne. Pour Keynes et pour la théorie keynésienne, il y a en fait l'influence, la théorie keynésienne se base sur l'influence de la demande globale qui pouvait enregistrer des situations, ou bien qui pouvait engendrer plutôt une situation de sous-emploi. C'est-à-dire que la demande globale, s'il y a une situation de sous-emploi, c'est que la demande globale n'est pas suffisamment importante. Et donc, pour résoudre le chômage, il faut augmenter la demande globale. Ce qui nécessite bien sûr l'intervention de l'État, d'où la solution proposée par Keynes, qui va dire qu'il faut que l'État intervienne en faisant soit des politiques monétaires ou bien des politiques budgétaires ou les deux à la fois, afin de lancer l'activité économique. Donc, augmenter en fait les dépenses publiques afin d'augmenter l'intervention ou bien augmenter les dépenses pour engendrer plus de production et donc plus d'emplois. La théorie keynésienne se base en fait sur les prix qui sont rigides à la baisse. Donc là, c'est une opposition par rapport aux classiques. C'est les classiques considèrent que les prix sont flexibles. Keynes considère que les prix sont rigides à la baisse. Voilà, donc ça c'était une petite synthèse de l'introduction générale que j'ai souhaité en fait présenter pour avancer un petit peu au niveau du cours, que vous puissiez par la suite comprendre les différents éléments qui sont disponibles au niveau du cours. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette présentation. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté? Non, pour le moment, ça va. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, monsieur. Bien. Donc, si c'est bon, on va s'arrêter à ce niveau-là parce qu'il s'agit simplement d'avoir une petite introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à les poser au niveau du forum approprié. Donc, dès la semaine, non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on entamera réellement le premier chapitre et là, on va avancer en fonction de notre planning qui est proposé au niveau du plan du cours. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Parfait. Donc, Et puis, cette séance, Comment? ça m'a l'air. On a terminé parce qu'il s'agit simplement d'une petite présentation qui est réservée seulement à l'introduction. Mais à partir de la semaine prochaine, ou bien à partir de la prochaine séance, vous allez avoir toute une séance qui est réservée à des démonstrations, ou bien des explications du cours. D'accord. OK? Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, bien sûr. Sinon, on s'arrête à ce niveau. OK? Bien. Merci pour votre attention et à la prochaine. Bien sûr, vous allez trouver l'enregistrement dès que possible. OK? Merci beaucoup. D'accord, merci.